Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour poursuivre les reviews de division. On a parlé de l'AFC Nord mardi. On parle dans ce deuxième podcast de la semaine de la NFC Nord. Oui, on vous avait expliqué, on fait un coup AFC, un coup NFC. Nord, Sud, Est, Ouest, tout le monde y passera, tout le monde y aura le droit. C'est donc la NFC Nord avec nos amis des Lions, les Packers, les Vikings et les Bears qui vont être aujourd'hui sur le grill de The Free Agents, si j'ai envie de dire. Et on va avoir avec nous l'équipe qui nous accompagnera tous les mercredis, avec celui qui m'accompagne presque au quotidien. On passe presque toutes nos soirées ensemble, mon cher Seb. C'est Seb, salut, comment tu vas? Salut Flav, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes oui, on passe au moins 2 soirées par semaine ensemble, plus si affinité, et on va rester dans le froid avec la NFC Nord, une poule qui, ma foi, n'a pas été avare en surprise, et même en bonne surprise, sans trop m'avancer, la saison passée. Voilà, alors celui qui n'est pas habitué aux bonnes surprises, mais qui est habitué au Nord, en revanche, c'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va? Ah bah écoute, ça va bien. Bonjour, bonsoir Seb, bonsoir Flav, bonsoir à tous nos free agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Bah écoute, le Nord, effectivement, on connaît, il pleut, il fait du vent, un peu comme il peut faire chez les Packers un coup de temps en temps. Donc voilà, ça rime en plus, c'est merveilleux. Donc on va parler de cette NFC Nord qui était vraiment et qui va être très très compétitive encore cette année. Oui, parce qu'on a parlé de l'AFC Nord dans le premier podcast de la semaine, qui est la division probablement forte de cette saison 2023, mais la NFC Nord, on en parlera peut-être en toute fin de podcast, pourrait devenir l'une des places fortes de la NFL dans les prochaines années, si on considère que les Packers sont de belles années devant eux, que les Lions aussi, que les Vikings n'en sont pas au bout de leur chemin, et que les Bears en pleine reconstruction pourraient aussi donner quelque chose d'ici quelques saisons. Ça pourrait être vraiment une division extrêmement disputée. Comme pour l'AFC Nord, on va commencer par l'équipe qui a terminé dernière de la saison régulière avec un bilan de 7 victoires et 10 défaites. Ce sont les Bears de Chicago, Seb. Alors, ils ont terminé dernier. Ils auront une nouvelle fois le premier choix de la draft. Mais cette fois, c'est pas parce que c'est le pire bilan de la ligue. C'est pas comme la fin de la saison 2022. C'est juste parce qu'ils avaient échangé leur pick avec les Panthers de Carolina. Ces Bears de Chicago, certes, ils sont encore derniers de la division, mais est-ce que finalement, c'est pas une saison, on va dire, on va pas aller jusqu'à réussie, mais une saison au moins moyenne pour eux? On pourrait être tenté de le dire, il ne faut pas oublier que lors de la saison précédente, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils avaient plafonné à 3 victoires. Ils finissent 7-10, ce qui est un bilan plutôt honorable quand on sait d'où ils partent. Néanmoins, on ne m'ôtera pas de l'esprit qu'il y a encore pas mal d'interrogations autour de cette équipe au regard du, non seulement, peut-être pas forcément du bilan, mais du jeu proposé et de ce qui peut les attendre dans les semaines ou les mois à venir. C'est une équipe qui avait très très mal commencé, Bertrand. Elle avait commencé avec 4 défaites de suite et une seule victoire sur les 6 premiers matchs. Mais c'est une équipe qui, en fin de saison, finalement, on a l'impression, dès qu'ils ont trouvé leur carburation, a quand même réussi à progresser et, mine de rien, à réaliser. Alors, c'est pas des résultats contre forcément des très grosses équipes. Ils ont battu Carolina, ils ont battu Minnesota, mais ils ont aussi, par exemple, battu les Lions de Détroit, ce qui est quand même pas rien. Oui, bah après, au niveau des Bears, on sait que sur les matchs de division, comme par rapport aux Lions de Détroit, ils savent parfois se sublimer, on va dire, durant ces rencontres. Je reviens un peu sur ce que Seb disait aussi, c'était effectivement les Bears de Chicago restent une équipe qui devait montrer, on va dire, une potentielle amélioration dans ce qu'ils proposaient par rapport à l'année dernière, avec justement avec l'arrivée de DJ Moore. Alors, la connexion à DJ Moore a été là tout au long de l'année présente, mais au final, on est resté toujours à peu près sur les mêmes soucis structurels de cette franchise qui, malgré l'arrivée de Montez Sweat au niveau de la ligne défensive, eh bien, ça reste toujours un peu
je vais dire, bancal au niveau du jeu proposé. Et puis, Justin Fields, malgré ses fulgurances ou le fait de pouvoir développer un peu plus à la passe, comme je disais tout à l'heure avec DJ Moore, et c'est d'ailleurs un peu unidimensionnel, c'est à peu près la seule chose qui a pu y avoir durant cette année-là, on en est toujours au même point, malgré des mouvements, la free agency, plus ou moins judicieux. Donc, on voit pas toujours où cette franchise veut avancer. On a quand même une franchise qui avait donc échangé son premier tour de draft l'an dernier, son premier choix même, après la saison 2022. Il l'avait échangé contre le premier tour des Panthers. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un très bon choix? Parce que quand on regarde quand même, ils ont donc le premier choix cette année, mine de rien, grâce à cet échange, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, ça les met dans une situation, on en parlera dans la projection 2024, un petit peu bancale au niveau du poste de quarterback, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le choix du riche, hein, c'est comme ça. Mais n'empêche que DJ Moore, Bertrand en parlait, c'est quand même 1364 yards cette saison, c'est quand même 8 touchdowns, et lui aussi, il faisait partie de l'échange qui a été fait avec les Panthers, donc c'est quand même un bon fit, Seb, que cette arrivée. C'est un très bon fit. On voulait Chicago plutôt voulait offrir une arme à Justin Fields et ils ont fini par la trouver. DJ Moore, ça a été le joueur qu'il leur fallait. C'est certes un petit peu unidimensionnel, comme le disait Bertrand, parce que il faut pas oublier les autres lacunes. Hein, malgré ça, qu'il y a quand même pas mal de lacunes. On parle d'une attaque qui est 27e à la passe, malgré DJ Moore. Donc, on a quand même un petit problème. Son point fort, ça a clairement été le jeu au sol, puisqu'ils ont été deuxième en matière de production dans ce secteur du jeu de toute la ligue. Donc, voilà, le côté bancal, on le retrouve, comme le disait une fois de plus Bertrand, on le retrouve un petit peu là. C'est-à-dire qu'on a un receveur qui est absolument épatant, mais dans une attaque aérienne qui cale. À côté de ça, on a une attaque au sol qui avale 2399 yards dans l'année. Le tournant pour eux de leur saison, si on peut parler de tournant, ça a réellement été l'ajout de Montez Sweat, qui a une conséquence immédiate. À partir du moment où Sweat arrive, cette escouade, elle réalise 20 sacs en 9 matchs. Et ils font une série de 6 victoires pour 5 défaites, c'est ce qui leur a permis d'améliorer considérablement leur bilan par rapport à 2022. Et puis, il faut quand même modérer quelque chose, c'est que sur ces 10 défaites, il y en a 3 en particulier où ils ont fait preuve de quelque chose qui est devenu quasiment maladif pour eux, c'est de laisser filer des matchs alors qu'ils ont une avance importante. En particulier contre Denver en week 4, ils mènent 28-7, ils vont encaisser 24 points de suite, dont 17 dans le quatrième quart pour perdre 31-28. Week 11 contre Détroit, ils mènent 26-14 à 4 minutes de la fin, ils vont perdre 31-26. Et en week 15 contre Cleveland, ils ont eu 10 points d'avance. Ils sont encore devant 17-10 à 3 minutes de la fin et ils vont perdre 20-17. Donc, il y a, à mon avis, aussi dans l'approche mentale des matchs, un petit problème dans cette équipe parce qu'ils gagnent ces 3 matchs. Et alors, je suis désolé pour la palissade, mais c'est plus la même fiche. Ils sont 17 et ça peut changer la hiérarchie du milieu de tableau, hein, cette histoire. Ça c'est très clair. On a quand même, Bertrand, j'en reviens à cette histoire de first pick, un bon côté, c'est qu'ils n'ont jamais eu, eux, les Bears, à se soucier réellement du classement. Alors, on va nous dire encore une fois que le tanking n'existe pas en NFL, etc., mais eux, ils s'en fichaient complètement, puisque de toute façon, leur premier choix, ça allait être celui des Panthers de la Caroline. Donc, qui gagnent ou qui perdent, ça allait modifier évidemment leur choix. On rappelle qu'ils seront le 9e, donc en fait, pour la draft 2024, ils ont le numéro 1 et le numéro 9 de choix. 2 choix dans le top 10, c'est quand même, c'est pas vilain hein, pour se construire une petite équipe. Hein. Et ce choix-là, des Panthers, du coup, ça les a peut-être aussi libérés pour la fin de saison, où ils ont pu, Seb l'a rappelé avec l'arrivée de Montez Sweat, par exemple, ils ont pu construire une équipe qui pourrait leur amener de bonnes choses sur l'avenir.
Alors oui, c'est sûr en soi, sans vouloir être dur tout à l'heure vis-à-vis des fans des Bears, cette équipe... Oh, ils ont l'habitude. Oh, Oui, oh, oh, oui, on oh, peut demander à Bears France, il doit avoir des oui, souvenirs impérissables. Mais en soi, ce qui est certain, c'est que les franchises sont sur plusieurs phases en règle générale. Chacune, elles sont bien distinctes, on le sait bien. Et là, on voit bien que de toute façon, Chicago, c'est dans une phase de construction en essayant de faire quelque chose de cette équipe. Le seul souci qui revient à chaque fois avec Chicago, c'est que au-delà du fait de vouloir construire, c'est toujours fait de manière brouillon. Donc au final, il y a toujours des ajouts intéressants, mais on ne va jamais au bout des choses et on en reste toujours globalement au même problème. Donc oui, on voit bien que hypothétiquement, la franchise a pu se dire on va avoir le premier choix. Voilà, mais comme on le répète, les joueurs jouent leur contrat. D'autres n'ont pas à se poser la question de ce qui peut leur arriver, mais surtout du fait de se montrer parce qu'ils seront peut-être plus dans l'effectif des Bears l'année prochaine. Et donc, à ce petit jeu-là, Chicago, de toute façon, se retrouve dans une situation avec le premier choix, mais est-ce que, peut-être qu'on en parlera après, mais vraiment dans le détail, le quarterback reste, il y en a un autre qui arrive, ou est-ce qu'on va essayer de mettre des armes autour pour Justin Fields, parce qu'on croit en Justin Fields et en le projet qu'il pourra apporter pour l'avenir de la franchise comment on appelle ça, du Michigan. Donc, au final, c'est tous ces éléments-là, mais c'est toujours fait de manière brouillon. Chicago, depuis des années, il y a des franchises qui ne réussissent pas, mais c'est toujours très brouillon dans la manière de faire et dans l'objectif qu'ils tendent à obtenir. Illinois, hein, Chicago. Oui, Illinois, pardon. Oh, question de géographie américaine. Hein, pif paf, ça ira bien. On salue nos amis du Michigan et de l'Illinois qui pourraient nous écouter et qu'ils n'en prennent pas ombrage. Nous ne sommes pas spécialistes de la géographie américaine. On peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout. Alors tu en parlais, on va aborder forcément le sujet parce que c'est peut-être la grosse interrogation de cette intersaison 2024 du côté des Bears. On rappelle la situation. Justin Fields est donc le quarterback depuis 3 ans, 2 ans et des poussières. Il est encore sous contrat. On a les Bears qui ont le premier choix de draft. Tout indique que le premier choix devrait être pour Caleb Williams, ou si c'est pas Caleb Williams, ce sera sans doute un autre quarterback. Est-ce que les Bears doivent se séparer de Justin Fields ou est-ce que les Bears doivent garder Justin Fields et profiter de leurs 2 premiers choix du premier tour pour aller renforcer cette équipe, aller chercher un receveur, aller chercher des joueurs de ligne, bref, quelque chose. C'est tout le dilemme. Et d'ailleurs, d'après les dernières informations qu'on a, les dirigeants de la franchise nous ont fait savoir, pas nous personnellement, mais nos amis insiders américains, qu'ils attendraient le scouting combine pour prendre leur décision définitive au poste de quarterback. Alors, j'ai envie de te poser la question, et je vais la poser à vous deux, Seb. Que doivent faire les Bears ? Bah écoute, je te remercie de me poser cette question dans un domaine dans lequel je suis particulièrement compétent, c'est-à-dire gérer une franchise NFL. Hein. Tout le monde sait très bien que c'est mon travail au quotidien. Plus sérieusement, effectivement, lors de la draft à venir, le numéro 1, ça va être Caleb Williams ou Drake May, le QB de North Carolina. Caleb Williams, lui, évolué à USC. C'est quelque chose qui fait peu de doute. Après, qu'est-ce qu'il faut faire avec Justin Fields ? Il y a peut-être aussi une troisième option, c'est de le trade tant qu'il a encore un peu de valeur pour gratter du tour de draft ou du choix de draft pas trop bas pour la draft de l'année de la saison ou de l'année prochaine, la draft de 2025. C'est une possibilité. Le souci, c'est que voilà, Fields, j'ai toujours autant de mal à me demander si vraiment il n'est pas fait pour le jeu NFL, ou si ses coordinateurs offensifs successifs l'ont mal exploité. J'arrive toujours pas à me faire une opinion. Est-ce que s'il va ailleurs, on le verra s'épanouir sous une autre houlette ? Vraiment, pour moi, c'est un point d'interrogation, ce joueur. On sent qu'il y a un potentiel immense. Ça pourrait être un Lamar Jackson bis. Mais on ne le voit pas encore. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit peu de progression
sur ces trois premières saisons. Lui, il a passé le stade de l'asperge. Il a déjà fait ses 3 ans, donc c'est pas comme voilà, Kenny Pickett. voilà, Le QB asperge, c'est fini. Là, c'est terminé. Après, bon, il n'a pas montré que des mauvaises choses non plus, Justin Fields. Mais c'est vrai qu'on reste toujours un petit peu sur ressenti un peu bancal entre il est capable de bonnes choses, mais en même temps, est-ce qu'il est capable de conduire une franchise vraiment tout seul? Bertrand, c'est quoi ton avis? Oui, mais en soi, après, de la part des Bears, ce qui peut se passer également, c'est que oui, ils ont le premier choix, mais de toute façon, si après, dans l'idée, le but est quand même de creuser plus avec Fields, il y a également l'élément, on va dire, pourquoi pas trade down, et à ce moment-là... ils peuvent refaire comme l'an dernier, revendre leur premier choix de draft. Oui, et puis après, parce qu'on sait que le premier choix de draft, il va être utilisé principalement aussi pour prendre un QB pour certaines franchises. Et après, certaines franchises vont peut-être vouloir être suffisamment draguer les Bears pour leur dire, voilà, on va vous donner ce joueur-là ou ces pics de draft-là, et après descendre à la 9e et 13e place, par exemple. Enfin voilà, c'est sur le jeu pour aller prendre vraiment un bon receveur. Bon voilà, tout ça sont des suppositions sur lesquelles on tourne et qui de toute façon à un moment donné vont jouer. Sachant que par exemple les Bears pourraient récupérer un Amari Cooper du côté des Browns, parce que les Browns ont besoin de dégraisser un peu de leur côté pour récupérer un peu de casse-pèce, ou après on parle aussi dans les insiders américains de Jacoby Myers qui pourrait être un receveur numéro 2 par rapport à DJ Moore. Enfin voilà, il y a plein de suppositions, de supputations par rapport à ça, et au final globalement il y a moyen de faire quelque chose de bien, mais j'espère sans qu'ils soient toujours aussi brouillons comme ils peuvent l'être. Le manager général des Bears, Ryan Pauls, disait que s'ils venaient à recéder une nouvelle fois, parce que ça ferait quand même la 2e fois en 2 ans qu'ils relâchent leur premier choix de draft, il faudrait, je le cite, une offre historique. Donc voilà, ce serait une manière de mettre la pression sur ceux qui voudraient le premier choix. Va falloir mettre beaucoup de choses sur la table pour pouvoir aller le chercher. Parce qu'on pourrait penser à des équipes comme, par exemple, comme Washington, qui pourrait être intéressé, qui est en numéro 2 et qui pourrait juste vouloir passer au-dessus de Chicago pour juste monter d'un cran pour pouvoir aller chercher le quarterback qu'ils souhaitent. Et puis pour se renforcer, les Bears, il ne faut pas oublier que du cap space, ils en ont. Ah oui. Non, pour 2024. Là, ils ont vraiment des problèmes de riches. 2 choix dans le top 10 au first round à la draft et plus de 66 millions de cap. Va pas falloir se rater, je le dis quand même pour eux, parce que là, a priori, ils ont toutes les cartes en main. Quand tu as autant d'atouts dans ton jeu, si tu te rates, le problème n'est pas que sur le terrain. Oui, non, ça c'est évident. On continue avec la 2e franchise, celle qui a terminé 3e de la division NFC Nord, avec un bilan équivalent à celui des Bears. 7 victoires, 10 défaites, ce sont les Vikings du Minnesota. Alors des Vikings, Bertrand, qui ont vécu presque une saison, j'aurais envie de dire, à l'exact opposé de la saison 2022. Presque tout leur avait souri lors de la saison 2022. On se rappelle de ces matchs joués à très peu et qui avaient fini par tourner en leur faveur. Et là, en 2023, ça a été un petit peu tout l'inverse. Blessure de quarterback, match qui tourne d'un rien en leur défaveur. Bref, rien n'a été dans leur sens cette année. Oui, totalement. Après, les Vikings ont été souvent une franchise qui nous avait surpris avec plus ou moins de bonne fortune. C'était oui, on gagne et on s'y attend pas, ou on les met gagnants sur un match et puis tout compte fait, ils nous déçoivent. Donc ça a toujours été comme ça. Après, si on reprend en soi le fil de la saison, il commence par 3 défaites alors sous le commandement de Cousins, puis après ils partent sur 5 victoires de suite en plein milieu d'année vers le mois d'octobre, même avec Dobbs qui avait pris la relève, et puis après c'est l'hécatombe avec pratiquement 6 défaites de rang et une victoire face à Las Vegas qui sera mémorable dans toutes les têtes pour l'éternité à 3-0, où globalement on finit vraiment sur une note des plus négatives avec sous le commandement de Mullens. Donc, au final, oui, comme tu dis, l'équipe l'a déçu. Cette blessure de Kirk Cousins, de toute façon, dès qu'on perd son commandant en chef, ça n'aide sûrement pas pour avoir des résultats. Mais là, il est certain que, de toute manière, ça a été la descente jusqu'au bout.
Kirk Cousins, effectivement, qui s'est donc blessé, je crois que c'était en semaine 8, si je ne dis pas de bêtises. Et Kirk Cousins, qui même avant ça avait des très très bons chiffres, très très bonnes statistiques. Il a même été longtemps leader en yards à la passe. Mais pourtant, Seb, cette équipe des Vikings a connu un début de saison très difficile. Début de saison compliqué, et puis que des défaites étriquées. Surtout 3 points contre Tampa, 6 points contre Philadelphie en week 2 qui à ce moment-là fait quand même partie une fois de plus des ogres de la saison, 4 petits points contre les Chargers, et effectivement une saison miroir inversée de la saison précédente où ils avaient glané de très nombreuses victoires, 11 je crois de mémoire, sur des scores, des écarts de moins d'une possession. Ce qui n'a pas aidé après la blessure, bien sûr, de Kirk Cousins, c'est qu'il y a aussi eu un jeu de chaises musicales sur le poste de quarterback, Joshua Dobbs, puis Nick Mullens, puis Jaren Hall. Et ces 3 messieurs, leur bilan total, c'est 3 victoires, 6 défaites, 12 touchdowns, 14 interceptions. Plus donc Justin Jefferson qui était absent aussi un certain nombre de matchs. Justin Jefferson qui a été absent, ça n'a pas aidé, qui est indisponible à partir de la week 5. Je crois qu'il se blesse à la week 5. Du moins, oui, tout à fait. Mais pourtant, malgré ça, c'est la période où ils lancent leur saison et où ils alignent les victoires. 1, 2, 3, 4, 5 victoires de suite entre la week 6 et la week 10, dont San Francisco après un match acharné, mais une victoire qui coûtera cher, puisque c'est sur cette journée qu'ils perdent Cousins. Alors, du coup, on peut quand même se poser la question déjà de ce qui a fonctionné pour eux. Bon, on a une partie de la réponse. On a parlé de Justin Jefferson, Jordan Addison, le rookie. C'est ce que j'allais dire. Voilà, qui a explosé, 70 réceptions, 911 yards, 13 touchdowns. Justin Jefferson, plus de 1 000 yards en à peine 10 matchs. Du côté de l'attaque, au moins aérienne, ça a marché. On peut même mettre aussi TJ Hawkinson, qui finit à près de 1 000 yards aussi. Et qui se blesse également en cours de saison. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ils ont quand même été sacrément handicapés dans leur playmaker, dans le jeu aérien, et malgré ça, ça a marché. Mais par contre, faut pas être regardant sur ce qui se passe au sol, quoi, parce que le jeu au sol, il est affreux, il est 29e, il produit à peine plus de 1500 yards sur la saison, et 7 malheureux touchdowns. C'est compliqué. C'est compliqué, et c'est peut-être là aussi, Bertrand, l'un des problèmes cette saison des Vikings, puisqu'ils s'étaient séparés de Dalvin Cook à l'intersaison dernière. Ils étaient partis avec Alexander Mattison, China, parce que tu as parlé des 7 touchdowns au sol, mais il faut rappeler que sur les 7 au sol, il y en a 3 de Joshua Dobbs. Mattison n'en a pas mis un seul au sol, sauf erreur de ma part, de toute la saison. Ouais, c'est quand même pour un running back numéro 1, c'est quand même assez handicapant. 700 yards, 0 touchdown au sol. Est-ce que c'est le jeu de sol qui leur a fait, le jeu au sol qui leur a fait grandement défaut cette année? De toute façon, ça a été un élément, enfin une pierre angulaire également supplémentaire. De toute façon, on ne peut pas, sans poser les bases d'une ligne offensive qui crée des espaces, qui retient les rushers, et un jeu de sol qui est performant, on peut pas, on va dire, cibler les défenseurs dans la boîte pour après écarter au niveau du jeu offensif. Mais au-delà de ça, cet élément-là a été rédhibitoire, a empêché à Minnesota d'avoir de meilleurs résultats, c'est certain. Les absences également. Mais ce qui est marrant avec cette équipe, c'est qu'elle est toujours imprévisible et qu'elle est toujours malgré tout fun à voir, parce que quand Kirk Cousins est en bonne santé, le bras est lâché pour des KJ Osborne, pour des TJ Hawkinson, pour des Jordan Addison, des Justin Jefferson. Donc tout dépend après
quel sera le but de la franchise, et on va en parler après, à propos de l'avenir et de ce qu'il prévoit. Mais c'est sûr que sur cette période où ils ont eu des victoires en plein milieu d'année, sur 6 ou 7 victoires d'affilée, c'est aussi le moment où Brian Flores a réussi à bien manager son groupe défensif pour avoir des résultats et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que ça n'a pas duré et qu'après, ça s'est écroulé sur la fin de saison aussi. Alors, c'est un peu tout. Là, l'équipe, c'est une équipe qui est sur un fil, tu l'as dit. L'année dernière, elle était sur un fil du bon côté de la barrière. Là, elle est sur un fil du mauvais côté de la barrière cette année. Et j'ai peur que, malgré des changements qu'il pourrait y avoir, on va en parler, globalement, on reste sur cette franchise qui, on dirait, historiquement, est toujours la même. Autre satisfaction, juste avant de se projeter sur 2024, c'est quand même le poste dans les postes défensifs, avec notamment Daniel Hunter, mais aussi DJ Volume, qui a quand même fait une grosse saison avec 8 sacs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Daniel Hunter, c'est pareil, on va en reparler dans quelques secondes puisqu'il est free agent à la fin de la saison. C'est quand même un élément, Seb, j'ai envie de dire qu'il faut conserver pour les Vikings parce que ça reste le monsieur défense du côté de Minnesota. Absolument. 16 sacs et demi. DJ Vonum, tu en parlais, DJ Vonum qui a manqué 3 matchs, lui aussi sur la saison 8. Ces deux joueurs, à eux seuls, ils sont responsables de la moitié, plus de la moitié des sacs de l'équipe, parce que les Vikings ont réalisé 43 sacs la saison passée, 16,5 plus 8, ça fait 24,5. Donc, plus de la moitié. Mais quel mathématicien, c'est affolant. Hein. Gérant du personnel de franchise NFL, mathématicien de haut niveau. Vous avez déniché une perle avec moi. Le rookie de l'année, donnez-lui tout de suite le rookie de l'année. Donnez-moi le rookie de l'année, je veux dire, même pas débat. Donc effectivement, Daniel Hunter, ce serait une priorité de le re-signer. Mais voilà, mais nous y voilà. Nous y voilà. La perspective 2024 pour les Vikings peut être parfaitement reluisante. Elle peut être même magnifique, cette perspective 2024. Mais il y a un gros mais. Les négociations de contrat s'annoncent âpres du côté de Minneapolis pendant cette intersaison 2024. Pourquoi? Rappelons la situation. Kirk Cousins arrive en fin de contrat, est en fin de contrat. Donc là, à la fin, officiellement, c'est au mois de mars qu'il deviendra agent libre s'il n'est pas signé. Daniel Hunter, lui aussi, arrive en fin de contrat, et Justin Jefferson devrait être prolongé. Il va falloir trouver de l'argent pour ces 3 personnes-là. Alors, ça commence dans les tractations. On va commencer par le cas Kirk Cousins. On a beaucoup parlé du capital risque avec la blessure qu'il a subie. Est-ce qu'il peut revenir à son âge à un niveau qui permet encore de conduire la franchise? Lui a dit qu'il voulait rester. La franchise a dit qu'elle était loin d'être contre le garder en son sein. Oui, mais voilà. Il y a un petit hic entre les deux qui est sorti cette semaine, en ce début de semaine. Le petit hic, c'est quoi? C'est que Kirk Cousins veut son contrat garanti, évidemment, sauf que les Vikings n'ont pas l'air très très chauds pour lui donner beaucoup en garantie, et notamment en salaire garanti. Et ça pourrait être, Seb, un problème quand même dans ces négociations. Et je crois que son dernier contrat, Kirk Cousins, c'était 84 millions garantis sur 3 ans. C'est quand même pas rien. Alors, même si Minnesota, ils ont un petit peu de cap. Hein, ils ont 24 millions, un peu plus de 24 millions. Mais bon, le compte n'y est pas. Plus, on va ajouter à cela, tu parlais de Justin Jefferson. Justin Jefferson, qui a bien fait savoir la semaine dernière que lui, il y avait 2 conditions cumulatives. 1, il est très très bien payé, pour ne pas dire le joueur le mieux payé de la ligue en dehors des quarterbacks. Et 2, Kirk Cousins re-signe. Ouais. Bon. Alors, non, il n'a pas dit Kirk Cousins re-signe. Il a dit qu'il fallait qu'il soit rassuré sur le poste de quarterback. Oui, bon, écoute. Manière de dire Kirk Cousins.
Ouais, C'est on connaît Cousins, un gros nom. ces bonnes connexions avec Ah bah bien Cousins sûr. aussi. Non, Donc, puis il voilà, s'en est jamais caché. ça, Les deux ne s'en ouais, sont caché, jamais ouais. cachés. C'est une évidence. C'est vraiment pour dire à Mais mon en père, gros, c'est pour leur dire, si c'est pas Kirk Cousins, vous avez intérêt à m'amener du gros nom, parce que voilà. sans vouloir offenser personne, si c'est pour mettre Joshua Dobbs, moi je m'en vais. Voilà l'idée. Quoi. Je pense au Nick Mullens. Voilà, ma foi. Ou Jaren Hall, c'est aucunement pour être désagréable avec l'un de ces trois-là, qu'on soit bien Et d'accord. le souci, c'est que sur la free agency des quarterbacks, des gros noms, Et Russell Wilson. Russell Wilson. Et encore, ce serait même pas en free Baker agency, Mayfield. ce serait un trade. Ouais, ça serait un trade. Et Baker Mayfield. Baker Mayfield, mais pardon. J'imagine mal Ou Jameis Tampa Winston. laisser partir Baker. Non, mais on a dit qu'on était sérieux ce soir, Flav, sans rire. C'est un ancien numéro 1 de draft, qu'est-ce que je te dis? Ouais, ancien. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que sur la free agency, et encore, Russell Wilson, c'est Ou Jimmy Garoppolo. C'est pas encore avéré, mais c'est probablement ce qui va se produire. Et pour le moment, officiellement, il est pas fait, il est pas. Ah bah non, de toute façon, ce sera en trade, hein, de toute façon. Voilà. Ce sera un trade, et pour le moment, officiellement, il n'est pas dans le trade block, même si on sait que c'est ce qui va arriver. Donc, il y a un problème qui est sacrément épineux. Je pense qu'il y a quelqu'un, et probablement Daniel Hunter, qui va se faire taguer. Bah, ce qui me semblerait, ne serait-ce que pour l'argent, en fait. Tu as tagué un quarterback coûte un peu plus cher, donc je pense que, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui ai rentré les montants en plus, mais voilà, je pense que le tag irait plus sur Daniel Hunter aussi, à mon avis. Et là, il va falloir tout négocier très intelligemment, et pas sûr que tout le monde obtienne ce qu'il souhaite. Ben oui, parce que c'est ça aussi, c'est que si il faut faire vraiment casser la banque pour Justin Jefferson, derrière, il va quand même falloir qu'il reste de l'argent pour les autres, hein, Bertrand. Sachant qu'en plus, oui, la franchise du Minnesota a l'air assez frileuse pour pouvoir casser la banque à propos de leur receveur. On se souvient de l'histoire de Stephen Diggs qui a quitté les Vikings à un moment donné, alors qu'il était aussi prétendu, entre guillemets, receveur numéro 1. Donc, il a été mettre toutes ses bonnes qualités du côté des Buffalo Bills. Et bon, bah voilà, c'est un autre débat quant à ses prestations, mais pour le moment, là-bas. Mais au final, pour dire que on a une franchise du Minnesota qui est peut-être un peu traditionnaliste dans sa façon de gérer ses affaires, et qui, pour le coup, n'a peut-être pas vu d'un bon œil que Jefferson annonce qu'il voulait un contrat XXL à la Tyreek. Et puis, il y a toujours un capital risque, parce que Justin Jefferson est un garçon extrêmement talentueux. Sa personne, tout le monde en conviendra, je pense, que ce soit nous dans le podcast ou tous ceux qui nous écoutent. Mais il y a aussi tu l'as rappelé, hein, il s'est blessé aussi cette saison. Mine de rien, tu garantis un contrat sur des années à quelqu'un qui tout peut arriver en NFL et qui finit par se blesser au bout de 3 semaines. Forcément, ça va coûter cher. Ouais, donc c'est toujours le problème. Hein. C'est la notion risque-bénéfice. C'est voilà. À voir comment les Vikings du Minnesota vont s'en tirer dans cette affaire, mais en tout cas, c'est l'une des franchises qui, pendant cette intersaison, risque de faire beaucoup parler. Les Bears aussi, hein, on en a parlé juste avant, mais c'est vrai que dans cette NFC Nord, ça risque de pas mal discuter, bouger pendant cette intersaison, et déjà pendant cette période du franchise tag, qui, on le rappelle, s'est ouvert mardi et qui se refermera le 5 mars. On passe maintenant aux Packers de Green Bay, les équipes qualifiées pour les playoffs, puisque les Packers, avec un bilan de 9-8, ont fini par se qualifier. Alors, ils ont fait partie de ces équipes un peu tous à égalité, là. Ils ont fait partie des équipes qui ont éliminé les Saints. Parlons-en. Mais les Packers, ce sont donc... en plus, c'est presque une confrontation directe, parce que les Packers avaient battu les Saints pendant la saison régulière. Donc, je dis ça, je dis rien. La post-saison aussi s'est plutôt bien passée pour eux, avec une grosse victoire du côté de Dallas, et c'est pas rien quand on connaît la facilité avec laquelle les Cowboys s'étaient comportés à domicile pendant toute la saison. Ils ont fini par tomber d'1-rien contre les 49ers de San Francisco. J'ai envie de dire, Bertrand, c'est quand même une saison plus que réussie pour les Packers pour l'an 1 après Aaron Rodgers.
Ah oui, bah, totalement. De toute façon, comme tu dis, l'an 1, après Aaron Rodgers, on a donc un Jordan Love qui est arrivé sur le devant de la scène. On ne savait pas trop sur quel pied danser avec ce jeune homme. Il a montré justement, pas l'instar d'un CJ Stroud qui a été plus flamboyant et beaucoup plus... qui a marqué beaucoup plus les esprits, mais en tout cas, il a été propre dans toutes ses parties du jeu. Il a montré une certaine sérénité et donc, développement, ça a été quelque chose qui a permis à la franchise de Green Bay d'avoir des bons résultats. Quand votre quarterback est bon, qu'il est en confiance, tout clique dans le bon sens. Surtout en plus que Aaron Jones a une période de blessure qui a vraiment handicapé toute la saison. Donc, ils ont composé avec un jeu à la course très limité, justement au bon moment, donc puisqu'il est revenu en forme vraiment dans les meilleurs moments, et il a fait une prestation XXL à Aaron Jones face aux Cowboys, justement. Un Matt LaFleur qui, je pense, de son côté, est un peu libéré de l'aura Aaron Jones, et donc peut, grâce à ce jeune groupe, imposer ses idées, sa façon un peu à la Sean McVay, on va dire, côté des Rams, en tout cas développer. Et puis, une escouade de receveurs entre Jayden Reed, Romeo Doubs, qui a montré chaque semaine, grâce à leur peps, leur jus, leur énergie, que voilà, en respectant bien les jeux assignés, ils pouvaient faire avancer cette équipe. Voilà, il y aura juste le bémol entre guillemets de la défense, qui a été pas toujours au rendez-vous, mais bon, je pense que c'est un élément qui, avec un ou deux ajouts de qualité et expérimenté, peut très bien faire en sorte d'être beaucoup plus performante l'année suivante. Oui, tout à fait. Je pense aussi que ça devrait plutôt bien se passer. On parlera dans la projection 2024 de cette équipe qui s'annonce dangereuse pour les saisons à venir. Juste avant, on va revenir un petit peu sur cette saison avec un début, Seb, qui avait été plus que compliqué. Seulement 2 victoires et 5 défaites sur les 7 premiers matchs. On donnait quand même pas cher de la peau des Packers. Au sortir, on va dire, presque même à la mi-saison, peu de gens les auraient mis en play-off. En fait, cette saison, Week 1, ça commence plutôt bien parce qu'ils vont battre le rival historique Chicago à domicile, ce qui permet à Jordan Love officiellement de prendre la succession d'Aaron Rodgers en tant que maire de Chicago. Une défaite contre Atlanta, on est à un moment où les équipes se jaugent un petit peu, ils battent les Saints, et puis après, patatras, 4 défaites de suite, et on se dit, c'est fini pour Green Bay. L'espoir que Jordan Love soit la relève vient de s'envoler, mais non. En construisant sur la longueur, Matt LaFleur réussit à se sortir de cette ornière et notamment à s'offrir Détroit et Kansas City à la suite pour revenir à 6-6, et à ce moment-là, tout était possible. Cette équipe, quand on analyse un petit peu les victoires, donc certes, il y a leur palmarès les Lions et les Chiefs, c'est pas rien. On pourrait dire que les équipes qu'ils ont battues, oui, c'est Chicago, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est Carolina. C'est Chicago, c'est Carolina. Il y a aussi la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi la Nouvelle-Orléans, disons. Et à côté de ça, ils ont laissé passer des matchs face aux Giants ou aux Buccaneers qui semblaient à leur portée. Je préfère dire qu'ils ont gagné les matchs qu'ils avaient à gagner, et on a vu en play-off que de toute façon, ils n'y étaient pas arrivés par accident. Tu parlais tout à l'heure de cette victoire à Dallas, 48-32, et je me souviens du match, l'écart sur le terrain était beaucoup plus important que ce que reflète le score. Il faut rappeler que sur les 32 points, il y en a beaucoup qui ont été marqués dans le garbage time, dans le quatrième quart-temps où les Packers avaient clairement levé le pied. Hein. Ça aurait pu se terminer 48-10, hein, cette affaire, soyons très très clairs. Et puis effectivement, contre San Francisco, ils passent pas loin de l'exploit. Donc cette équipe-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle était absolument à sa place en play-off. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment une construction qui s'est faite sur la longueur de la saison. On a senti une vraie transition dans le bon sens du terme, sportivement, pour ce club. On a surtout un Matt LaFleur qui, à mon avis, n'a pas paniqué quand les choses ont vraiment été compliquées, quand ils se sont retrouvés à 3-6 en 10e journée. Ils ont persisté.
c'est en plus un effectif où il y a de la jeunesse. On parlait de Jordan Love, mais AJ Dillon, il a 25 ans. Faut pas oublier que des joueurs comme le receveur Christian Watson, il en a 24. Voilà, il y a du monde. Luke Musgrave en tight end qui en a 23. C'est des joueurs qui sont là pour un bout de temps. Ah oui, ça, Et je pense que ces Packers, ils sont là pour un bout de temps aussi. Juste, tu parlais d'une saison bien construite sur le long terme et qui a basculé. Est-ce que, Bertrand, ce point de bascule, on l'a pas finalement tous vécu dans un match? Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens parce que je l'avais regardé. Un soir de lune gibbeuse du côté de Détroit où, le soir de Thanksgiving, à la surprise générale, les Packers ont été battre les Lions dans un match plutôt abouti, où là, on s'est dit, bah, mine de rien, les Packers qui semblaient venir, alors on va pas dire en victime expiatoire parce que ça restait un duel de division, mais on pouvait penser que les Lions allaient normalement devant leur public sur télé nationale le soir de Thanksgiving mettre de côté cette malédiction de la lune gibbeuse pour enfin triompher. Et en fait, on a vu des Packers vraiment dominants ce soir-là. Et c'est peut-être là, finalement, que leur saison a basculé, même pour eux, qu'ils ont commencé à se dire, bah, finalement, pour nous, c'est possible aussi. Ah bah oui, de toute façon, dès que tu vas faire tomber un rival de division, à ce moment-là, que tu te dis, bah justement, je peux être compétitif face à une équipe qui prétend, elle, aller loin. Hein, alors les Lions avaient mis énormément de temps avant de se requalifier en playoff. Bah, au final, tu prends la confiance et on sait très bien que ça va très vite hein, sur 18 matchs de saison. Entre guillemets, enfin 18 semaines et 17 matchs, tu prends la confiance et au final, bah, tu lances ta saison et tout le monde après a pris le pli et pourtant, sur une longue période, Christian Watson a été fantomatique la plupart du temps et puis à partir de là, tout le monde a bien suivi. Donc c'est vraiment un ensemble dans le jeu qui a permis à cette équipe d'avancer avec aussi des éléments comme Bakhtiari, bon, qui était plus ou moins absent aussi, mais du moins, c'était l'expérience dans le vestiaire qui a été apportée. Et tous ces éléments-là, d'ailleurs, à un moment donné, je parle de lui, mais il va falloir aussi se poser la question de ce que l'on fait sur certains joueurs comme Bakhtiari, comme Kenny Clark, le defensive tackle, qui, pour certains, sont sur leur dernière année de contrat, ou pour d'autres, comme David Bakhtiari, âgé de 33 ans, seront déjà assez âgés, et de ce qui va se passer pour eux, on va dire, et c'est les choix que vont faire Green Bay par rapport à cette équipe. On parle juste un petit instant de Jordan Love. C'est 4159 yards, de 64,2% de passes complétées, 32 touchdowns, 11 interceptions cette année. Est-ce qu'on peut cette fois dire que ça y est, Love est parti pour être le franchise quarterback pendant de longues années du côté de Green Bay, Seb? Complètement. Les stats sont très bonnes, les résultats parlent pour eux. Je ne vois pas qui pourrait lui contester la place à l'heure actuelle. Il faudrait vraiment une grosse catastrophe sur le plan du jeu, hein, j'entends, pour lui la saison prochaine, pour que ce soit remis en jeu. Et encore, je suis même pas sûr que ça suffise. Mais pour une année 1, il a su montrer qu'il était à sa place, comme à l'image de son équipe. Il a montré qu'il était à sa place, tout en dissipant les doutes qu'on pouvait légitimement nourrir au regard du début de la saison. Qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 à ces Packers, Bertrand? Est-ce que c'est de l'expérience qui a manqué? On sait que ça leur a peut-être fait défaut dans la gestion, notamment de la fin de match contre les 49ers en play-off. Ça leur avait fait défaut d'ailleurs aussi en tout début de saison. On avait vu parfois Jordan Love se précipiter un petit peu sur certaines passes ou sur certains choix. Est-ce que avec l'expérience, on peut s'attendre à ce que les Packers redeviennent l'une des places fortes de la NFL dans les toutes prochaines années? Bah, de toute façon, comme l'a dit très bien Sébastien tout à l'heure, c'est une équipe qui voit bien son avenir sur une bonne dizaine d'années. Si, bien sûr, tout clique bien, que la santé est là et que, on va dire, Matt Lafleur garde toujours les bons choix, les bons coordinateurs.
Maintenant, en soi, oui, un peu d'expérience. Comme je disais tout à l'heure, savoir garder certains joueurs d'expérience parce que de toute façon, il va falloir quand même ne pas tout bazarder ou ne partir que sur la jeunesse uniquement. Maintenant, s'il y a un savant mélange de bons choix à la draft, de bons choix à free agency, en faisant des apports bien spécifiques à des postes peut-être bien spécifiques, je pense à Buda Baker en délicatesse du côté de l'Arizona qui ne demanderait que ça de s'intégrer dans une équipe qui a besoin aussi de certitude en défense. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui feront que la franchise de Green Bay passera une étape supplémentaire dans justement une étape supplémentaire qui va être nécessaire aussi puisqu'on est dans une division qui est très compétitive où les Lions, je pense, on va en parler après, mais garderont de toute façon, je pense, le bon niveau qu'ils ont à l'heure actuelle. Et puis, d'autres franchises, les Minnesota, on ne saura pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais qui vont frapper à la porte aussi de la deuxième place. Donc, voilà, il va falloir, je dirais, garder les bonnes dispositions qu'on a montrées de toute la saison. Effectivement, parlons un petit peu des champions de division, c'est Lions de Détroit, parce que c'est rare qu'on mette champion de division et Lions de Détroit l'un derrière l'autre pendant une review de la saison, donc profitons-en. On salue Benjamin Bernard, s'il nous écoute, notre ami de Beansport qui est le fan le plus connu des Lions en France, je pense, et peut-être l'un des seuls d'ailleurs aussi. Les Lions de Détroit, non, ils ont gagné beaucoup de fans cette année, les Lions de Détroit, dû à leur jeu particulièrement, comment le qualifierons-nous, alléchant, chatoyant. Bref, oui. je n'ai pas de mots, mais en tout cas, c'était un match plutôt intéressant. Avec, j'ai envie de dire, Seb, peut-être que le moment bascule, c'était le tout premier match de la saison. Cette victoire à Kansas City, 21-20, dès l'ouverture, c'était le tout premier match de la saison 2024 des Lions, mais de la NFL en général. Un succès qu'on n'avait pas franchement vu venir, même s'il n'y avait pas Travis Kelce, même s'il n'y avait pas Chris Jones. Ça reste quand même un succès qui était plutôt inattendu du côté des Lions. Et on s'est dit tout de suite, va quand même falloir compter sur ces petits lions cette année. Absolument. On savait qu'il y avait une hype Détroit depuis la deuxième moitié de la saison précédente. On avait vu cette équipe prendre une belle dynamique, alors qui n'avait pas été suffisante sur la longueur de la saison pour prétendre à autre chose. Mais on s'attendait à ce qu'il passe une étape, à ce qu'il step up cette saison. Et sur ce plan-là, ils ne nous ont pas déçus. Puisqu'on peut même dire que dans la NFC Nord, personne n'a vraiment été en mesure de disputer leur suprématie. Ils ont fini loin devant leur poursuivant direct. Effectivement, il y a cette victoire d'entrée de jeu face à Kansas City, au champion en titre. Ils commencent très fort et ils vont tout de même, néanmoins, se heurter à une forme de réalité en week 7 contre Baltimore. On a déjà parlé de ce match à plusieurs reprises, mais qui va être leur seule véritable déroute de la saison. Les autres défaites qu'ils vont accuser vont être assez étriquées. Il y a une défaite un peu surprenante contre Chicago à 15 points d'écart, 13 à 28. Qui a pu mettre un petit peu de doute dans les esprits, mais dans l'ensemble, c'est un effectif qui s'est montré très solide, avec un coach clivant que j'ai vu qualifier ici et là d'animateur de colonie de vacances, mais pas de coach. Mais je pense que une équipe comme Détroit qui était dans l'ornière qui était la sienne depuis 30 ans, avait besoin d'une personnalité comme celle de Dan Campbell, c'est-à-dire d'un type dont on a l'impression qu'il est prêt à mourir sur la touche pour arracher la victoire, pour redonner un allant, une fierté et une identité surtout à cette équipe qui n'en avait plus depuis fort longtemps. Alors, la recette peut déplaire, mais il se trouve qu'elle a fonctionné. Je pense également que Campbell est quelqu'un dont l'intelligence est de très bien s'entourer dans son coaching staff et que ce que l'on a vu cette saison, c'est le fruit d'un travail de coaching collectif et pas seulement d'un head coach. Oui, parlons un petit peu de Dan Campbell et de son staff, Bertrand. C'est vrai que
Bon, on peut pas plaire à tout le monde. Je connais des personnes qui disaient très bien plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais clairement, Dan Campbell est quelqu'un de clivant. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais est-ce que ces idées qu'il importe, notamment les quatrièmes tentatives, les risques qui sont pris, c'est l'équipe qui a joué le plus de quatrièmes tentatives cette saison, Détroit. Est-ce que tous ces risques qui sont pris font de lui, pour toi, un excellent coach, ou est-ce que le soufflet risque de retomber assez rapidement? Pour moi, en fait, il est sur un équilibre instable parce que je pense qu'il est et qu'il sera donc pour les saisons à venir un excellent coach parce qu'il s'est fédéré autour d'un élan, d'une énergie pour que ses joueurs le suivent. Simplement, il se passera à un moment donné, l'effet se dissipera inévitablement quand, je veux dire, l'énergie ou la motivation ne suffira plus à avoir des résultats. Donc là, effectivement, ils se sont qualifiés pour les playoffs après 32 ans. C'était la belle histoire en soi de cette année-là. Bon, après, il faut pas oublier aussi le calendrier. Effectivement, ils ont gagné contre le Kansas City, mais il y a aussi eu Atlanta. Il y a Green Bay qui est une jeune équipe, Carolina, Tampa Bay. Enfin, vous voyez, Las Vegas, j'en passe les meilleurs. Chicago. Bon, c'est New Orleans. Hein, je sais que ça te fera plaisir pour le coup, un petit tacle glissé. Mais au final, ce que je veux dire, non, mais pour le coup, je l'avais même oublié ce match. J'avais même oublié qu'on avait joué contre les Lions. Alors, tu vois. Voilà. Et Minnesota, n'oublions pas Minnesota aussi, qui était une équipe instable. Denver, qui était un peu dans le chou. Enfin voilà, j'avais fait quelques noms. Et quand on regarde bien, c'est pas toutes les meilleures équipes. Donc au final, voilà, sur le fait d'un calendrier, on verra le calendrier de l'année prochaine. On sait, on a vu les croisements de division. Je n'ai pas tout en tête, mais enfin, il faudra voir comment ça va se passer. La seule chose, c'est que il a quand même réussi, parce qu'il faut les gagner ces matchs-là, qu'on se met d'accord, avec un quarterback qui n'est pas prétendument franchise quarterback, un quarterback qui a eu la confiance, qui a réussi à se remobiliser, se remotiver pour tous ces éléments-là, et au final, qui emmène son équipe avec des joueurs talentueux. Donc oui, ça suffira pour la qualification en play-off. Maintenant, pour un avenir de franchise avec des résultats sur le long terme et créer peut-être un Super Bowl contender, je pense que ça sera compliqué. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il faudra peut-être garder cette base de bons joueurs, réussir à les conserver, mais après, amener un coach d'expérience, mais peut-être qu'il les perdra parce que ça ne sera plus dans le discours qu'ils avaient l'habitude avec Dan Campbell. Alors, ils vont croiser, pour information, avec notamment la NFC West et la FC Sud, les Lions de Détroit qui vont donc jouer à domicile les Bears, les Packers, les Vikings, évidemment, puisque c'est leurs adversaires de division. Ils vont jouer aussi à domicile les Jaguars, les Rams, les Seahawks, les Titans, les Buccaneers et les Bills. Et à l'extérieur, ce sera Bears, Packers, Vikings, évidemment, mais aussi Cardinals, Texans, Colts, 49ers et Cowboys. Voilà pour l'ensemble du calendrier. Ouais, on n'a pas l'ordre, hein, évidemment. Mais c'est les adversaires. Et Cowboys, ça calme déjà un petit peu pour l'année prochaine. Surtout à l'extérieur, oui. Surtout voilà, on verra. Voilà. C'est une deuxième année quand Dan Campbell a confirmé. Et une chose dont on est sûr, c'est qu'ils joueront le jeudi de Thanksgiving à domicile. C'est à peu près tout ce qu'on est sûr. On ne connaît pas encore l'état de la Lune. Je ne l'ai pas là pour tout vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ils joueront à domicile le jeudi de Thanksgiving. Ces Lions de Détroit aussi, Seb, ils se sont démarqués par des additions jeunes, notamment Jahmyr Gibbs, mais aussi par un jeu de course qui a été dominant, et un jeu offensif grosso modo qui a été dominant. Et je le disais, avec des jeunes, Jahmyr Gibbs, mais aussi Sam Laporta, Amon-Ra St. Brown n'est pas très vieux non plus. C'est vraiment une attaque avec une jeunesse triomphante, ces Lions. Absolument, et ça s'est vu dans les résultats. Je veux dire, elle finit 3e en total yards, elle est top 10 aussi bien à la passe qu'au sol, 2e à la passe et 5e au sol. Il y a ce duo de running back, David Montgomery et le rookie Jahmyr Gibbs, qui a cartonné, 1015 yards pour Montgomery, 945 pour Jahmyr Gibbs, avec même une partie du public qui se plaignait qu'on donnait pas assez la balle
à Gibbs. Juste, je coupe. Et ce qui était intéressant, c'était d'ailleurs dans ce compartimentage entre Montgomery et Gibbs, c'est qu'ils avaient souvent le drive entier en fait pour eux. Du côté de Détroit, c'était souvent donc un drive pour Montgomery, un drive pour Gibbs et tout. Et c'est assez marrant de voir qu'à la fin ils finissent. Alors Montgomery finit un peu devant au niveau des yards, mais ça reste quand même. T'as 1015 yards pour Montgomery et 945 pour Jahmyr Gibbs. Donc ils se tiennent en moins de 100 yards au final. Et tu as 13 touchdowns pour Montgomery, 10 pour Gibbs. Donc c'est vraiment très très proche. C'est un luxe. C'est même 12 pour Gibbs parce qu'il en a 2 en réception. Donc, exact, il en a 2 en réception puisque Gibbs rajoute... Alors voilà, le petit plus de Gibbs, c'est qu'il rajoute 52 réceptions et 316 yards. Il y en avait qui avant la draft, et je trouvais, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Jahmyr Gibbs, et beaucoup avant la draft disaient que c'était un peu un Alvin Kamara, tu vois, c'était dans le style qui est capable de faire d'être très performant sur le jeu au sol brut, mais aussi intéressant en décrochage et en réception. Et c'est vrai qu'on a vu ce côté double menace qui est très très difficile à tenir pour une défense. Absolument, c'est le même profil de joueur qu'un Alvin Kamara. Et puis, n'oublions pas également le tight end, Sam Laporta, 86 réceptions, 889 yards, 10 touchdowns, qui a été dans les discussions de Offensive Rookie of the Year pendant un temps. On a parlé d'Amon-Ra St. Brown, il ne faut pas oublier non plus sur l'autre aile Josh Reynolds, qui a apporté 40 réceptions, 608 yards et 5 touchdowns. Donc, une équipe qui, en tout cas, en attaque, s'est montrée particulièrement complète. Et pour revenir sur Jared Goff, c'est vrai, un QB qui n'est pas forcément considéré comme un franchise quarterback, mais qui lance plus de 4500 yards cette saison et 67,3% de réussite. Je crois que c'est son plus haut taux de compression dans sa carrière. Donc, tout ça, c'est pas rien. Et ça a donné cette espèce de rouleau compresseur offensif, 5e en scoring, qui leur a permis d'atteindre la place qui a été la leur à la fin de la saison. Par contre, très clairement, Bertrand, ce qu'il va falloir améliorer, on le savait déjà l'an dernier, on le sait encore cette année, c'est la défense du côté de Détroit, avec notamment, c'est une défense aérienne, je crois, qui a été assez en difficulté pendant toute la saison. Le backfield défensif a été vraiment en grosse difficulté. Et clairement, on le savait déjà l'an dernier, parce que c'était grosso modo le même problème. Ce qui avait privé aussi de playoff les Lions l'an dernier, c'était ce côté défensif qui manquait. C'est vraiment le gros point noir du côté de Détroit. Oui, de toute façon, entre Cameron Sutton, CJ Gardner-Johnson qui est arrivé, Cameron Sutton surtout vieillissant, on a après Kirby Joseph, Jerry Jacobs. Bon voilà, quand vous avez fait les 2 derniers noms, c'est pas les éléments les Rabbi Jacob. Voilà, il y a Rabbi Jacob, mais Jerry Jacobs, lui, n'est pas l'assurance tout risque en tout cas du backfield défensif des Lions. Et au final, il va falloir justement aller chercher, et c'est justement les 61 millions de cap space qui vont permettre avec ces largesses justement à cette équipe, à cette franchise de pouvoir aller titiller un peu le marché en allant justement par leur position et leur bonne prestation tout au long de la saison, je vais dire, attirer des joueurs qui seraient peut-être pas venus il y a 2 ans en arrière du côté de Détroit, et malgré peut-être aussi la vie à Détroit qui ne doit pas être qui ne doit pas être Los Angeles pour le coup. Bon, si t'aimes l'automobile, c'est sympa. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et au final, oui, c'est ça. C'est Sochaux ou Détroit, tu choisis. C'est nos amis sochaliens. Le parallèle, Sochaux, Détroit, c'est la même. Ils sont jumelés. C'était 2 villes jumelées d'ailleurs. Ça se trouve. Attends, je vais vérifier. Ça se trouve. Ce serait marrant. Et pour le coup, alors, pourquoi pas aller sur le marché, aller draguer des joueurs comme... et là, notre ami Seb ne va pas apprécier, mais pour le coup, Charvarius Ward, qui lui aussi sera éventuellement libre à ce moment-là, Son Reddick, et donc renforcer ce backfield défensif qui en a bien besoin et qui, pour le coup, ils auraient la possibilité d'aller payer ces joueurs-là. Donc, Aiden Hutchinson a fait énormément durant toute l'année. Il a été le fer de lance de cette équipe. Il a eu son coup de moins bien en tant que
pas rookie, mais deuxième année, sophomore aussi, et bon, il reste jeune. Et cette défense, elle ne demande qu'à s'améliorer. Alors après, si le coordinateur défensif peut lui faire passer un cap supplémentaire, d'une fait que de n'être pas qu'une bonne défense, mais une excellente défense, et puis sachant tenir les attaques adverses. Mais voilà, ça se joue à quelques encablures d'être quelque chose de très bien. Et puis, on peut pas dire que ce soit l'argent qui va les bloquer durant cette free agency. Projection 2024, Seb, est-ce qu'on peut s'attendre, on l'a dit, cette division NFC Nord devrait devenir l'une des places fortes de la NFL sur les prochaines saisons. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un règne assez long de la part des Lions? Est-ce que c'est une équipe qui, pendant au moins 2-3 ans, peut s'installer durablement en tête de sa division? Au regard de la jeunesse... J'aime bien faire appel à tes dons de voyance après tes dons de GM. Après mes dons de GM et de mathématicien, mes dons de voyance, décidément, je deviens indispensable. Alors, au regard de la jeunesse de l'effectif en particulier en attaque, je serais tenté de dire oui. Mais, même si j'aime énormément, tout comme toi, Dan Campbell, sa méthode, elle peut avoir des limites. C'est-à-dire que, comment dire, quand une équipe gagne, un athlète, il est prêt à accepter beaucoup. Il est prêt à accepter de marcher au coup de gueule, si tu veux bien me passer l'expression, de se faire driver de cette façon. Si les victoires sont plus là, c'est beaucoup plus compliqué de faire passer ce type de méthode. Donc, ils sont un petit peu sur un fil. Il va y avoir une gestion très, très délicate à faire de ce côté. J'ai quand même envie d'être optimiste. Et notamment pour la beauté de la compétition que pourrait nous offrir à l'avenir cette poule, de me dire que cette équipe de Détroit va rester compétitive pendant plusieurs années, ce qui pourrait donner des duels, mais alors homériques contre Green Bay, et puis même peut-être contre Chicago, s'ils arrivent à gérer intelligemment la situation qu'ils ont entre les mains. Même question, Bertrand, est-ce qu'on peut s'attendre à voir les Lions ne pas attendre 30 ans pour revenir en playoff, et pourquoi pas accéder pour la première fois de leur histoire au Super Bowl dans un futur proche? Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Seb, vraiment une phrase qui pour moi résume tout, ils sont sur un fil. C'est-à-dire que c'est vraiment une franchise qui, malgré les bons résultats qu'ils ont eu là, j'ai peur qu'ils pourraient se déliter pour X raisons d'un coup, parce que, comme il a dit, on sait très bien qu'un grain de sable dans la belle mécanique peut tout foutre en l'air, et qu'au final, qu'à un moment donné, les coups de gueule de Dan Campbell ne passent plus au niveau des jeunes joueurs. Donc, moi, j'ai envie de dire, à l'instant T, oui, parce que c'est une franchise qui a de très bons résultats avec des joueurs formidables. Amon-Ra St. Brown est quand même un joueur qui confirme toujours chaque saison ce qu'il fait, ses performances. Mais en soi, ça frappe à la porte avec les Packers derrière, et il va falloir se méfier justement de cette rivalité naissante qui est déjà historiquement plus que naissante, mais qui, dans ces années à venir, risque d'être vraiment, pour le coup, bien établie. Donc, je dirais oui, si on prend sur le papier, il risque de finir premier de division, mais attention. Attention, effectivement. Oui, Seb. Après, je voudrais rajouter quelque chose. On a peut-être un petit biais là-dessus, sur cette opinion, et je m'excuse par avance auprès des fans des Lions. C'est pas un tacle par derrière, mais c'est Détroit. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle certains observateurs, il y en a au sein de notre rédaction, coucou Yaya, ne croyaient pas au projet des Lions en début de saison, juste parce que c'est Détroit. Non, mais Yaya, il croit qu'il a des cheveux, donc bon, en même temps... Your words, not mine. Voilà, Détroit, malheureusement, a cette image de franchise perdante qui lui colle à la peau, dont ils ont eu énormément de mal à se défaire. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie depuis cette saison, parce que après cette campagne 2023-2024, c'est compliqué de dire que Détroit, c'est une équipe de losers. Donc, on a peut-être aussi un biais, je ne sais pas pour toi, Bertrand, on a peut-être aussi un biais sur ce point-là, tu vois, comme quand on parle d'autres franchises. Les Giants, tout ça.
Oui, par exemple. C'est pas forcément eux que j'avais le plus à l'esprit. Mais Quoique, ils contribuent bien aussi, malgré tout. Hein, c'est pas... oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que les Giants ont une histoire. Il y a eu des titres de gagnés, il y a eu des voyages en playoffs, etc. Là, Détroit, on parle d'une franchise qui n'avait pas atteint les playoffs depuis 30 ans, qui n'a jamais été au Super Bowl. Donc, ils ont un petit peu je fais un parallèle avec... on pourrait faire d'ailleurs un parallèle entre les deux équipes avec Cleveland, qui a cette même image. Et idem, on parle de deux villes même qui ont une image assez terne. Je veux dire, Détroit et Cleveland, c'est pas forcément des destinations touristiques. Donc, moi, écoute, quand je viens de Dunkerque, je trouve que c'est sexy. Détroit, Cleveland, moi, écoute, ça me fait rêver. Donc, Dunkerque, vous avez la mer et vous avez un poulpe cigogne. Je veux dire, ça quand même, voilà, en statut. Donc, ça a quand même une autre, un autre lustre mais voilà. Plus sérieusement, voilà, moi, j'ai peur qu'on ait un biais là-dessus. Dont j'espère me débarrasser, vraiment, franchement, parce que vraiment, je souhaite que Détroit continue sur cette lancée. Tout à fait, pareil, j'ai le même sentiment. Eh bien, c'est parfait. C'est sur ces bons mots de Détroit que nous allons refermer cette review de la saison 2023 de la NFC Nord. On se retrouvera en début de semaine prochaine pour parler de la FC Sud, des Jaguars de Jacksonville, des Titans du Tennessee, des Texans de Houston, des Colts d'Indianapolis. Bref, oh là là, on va parler de beaucoup d'équipes, du bon et du moins bon dans cette division AFC Sud. Ce sera en début de semaine prochaine, bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, bref, tous Spotify, partout où vous voulez nous écouter. N'hésitez pas aussi à mettre des petites notes sur le podcast, ça nous fait toujours plaisir, surtout si elles sont bonnes. Bien évidemment, et à lire tous les articles sur le site The Free Agent et sur l'application TFA que vous pouvez télécharger sur Google ou sur Apple. Bien sûr, c'est disponible dans les deux plateformes. Merci beaucoup Seb et merci Bertrand d'avoir été avec moi ce soir et on se redit donc à la semaine prochaine pour la suite des reviews de la saison 2023. À très bientôt sur les antennes de TFA. Ciao, bye. Ciao, à bientôt.